Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez le Podcast, votre podcast qui parle d'airsoft, mais pas que, pour une nouvelle émission du format Encart Technique. C'est dans cette émission qu'on va à l'encontre de Kurma pour qu'il nous explique quelques sujets techniques inconnus de la majorité des joueurs. On est dans la voiture de Gont à l'heure où on démarre cet enregistrement et on va le finir dans l'appartement de Kurma. Le générique va se lancer et ensuite nous reviendrons dans le cœur de l'émission. T'as Gont, vas-y, garde-toi là. Là où quoi? Là sur la place Il y a handicapée? une place là, à gauche. Ouais, mais elle est handicapée, gros. Vas-y, garde-toi, fais pas chier. Ok, c'est bon, je me gare. Je vois Red là. Il est en train de nous faire coucou. Mais attends, c'est quoi qu'il a pris? Type 89, comme d'habitude. Il a que ça. C'est son quatrième depuis le début de l'année. Oh, le boulet. Je prends la M4. C'est quoi que t'as pris toi? Scarache, pour pas changer. Waouh. Salut Red, ça va? Salut, ça va les mecs? Ça va, ça va. Ah, c'est encore une canne à pêche que t'as pris? Ah bah j'adore le Japon hein. C'est là chez Kurma? Ouais, on monte les escaliers, on y est. Il m'a dit que c'était au quatrième, mais je pensais pas que c'était aussi glauque ici. On pourrait prendre l'ascenseur s'il était pas en panne, mais En même temps, il paye pas ses charges. Il peut pas s'acheter et des répliques et payer les charges et son loyer. c'est vrai. Et encore, vous avez pas vu l'antre? Il a le courant au moins. C'est bon. Attends, il a une sonnette ou? Non, faut taper. Oui, Yo mec! salut les gars. Oula, qu'est-ce que c'est que cette canne à pêche encore? J'ai topé un nouveau type 89, mais je crois que c'est encore un traquenard en AEG. Ah, ok. Parler d'antre, mais c'est aussi petit que ma chambre. Et il y a des répliques partout. Les répliques ou la maison, il faut choisir. Hein. Mais t'as les chiottes côté de l'évier? Bah ouais. Je t'ai amené une M4. Je comprends pas là. J'ai tout changé dedans, j'ai tout upgradé comme on a dit et rien fonctionne. Alors, t'as des problèmes à l'intérieur de la gearbox ou c'est plutôt en termes de... Mais j'en sais rien. Je mets mon chargeur là et puis ça tire mal. Je passe au chrony, je suis à moins d'un joule. C'était censé être un truc qui tire à 1,5. Une bille Ok. sur deux qui part. Enfin, vraiment de la merde. Ok, alors on va regarder ça. Ça peut être plein de choses malheureusement. C'est un problème qui est vachement répandu. Il y a tellement de choses qui peuvent provoquer ça. Alors on va regarder, on va mettre un petit chargeur, on va tirer, on va voir ce que ça donne. Pourquoi ça ne fonctionne pas. Bon alors effectivement, t'as des gros problèmes de feeding. La puissance elle est excitante. Ouais, ça passe au chrony très très bas. Alors ça peut être plein de choses. Donc a priori t'as changé des pièces, c'est ça? T'as quand même une réactivité assez énervée. Donc moi j'ai quelques petites idées. Et MOSFET, bloc max, tête de piston SHS. Enfin voilà, tout ce que tu recommandes et recommandes pas. Bon déjà, ce que je vois c'est que t'as changé pas mal de pièces. Donc il peut y avoir un problème de compatibilité. C'est souvent le premier problème. Le problème de compatibilité au niveau du bloc, joint, canon. C'est quelque chose qui peut complètement vous faire un AEG, ça tourne très très bien. Et pourtant, les performances sont à chier. Tout simplement parce que il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur. Généralement, le joint est écrasé, déformé, et du coup, vos billes n'entrent pas correctement dans votre ensemble, et ça chie. Donc moi, si j'ouvre ton bloc op-up, ton canon, déjà, je te dis un truc, c'est que le bloc max, je l'aime pas. Oui, mais bon, ça, c'est pas une surprise. J'ai voulu écouter Bridos pour une fois. Tu vas pas me faire un fromage pour ça, non? Tu iras regarder cette dernière vidéo sur le blog Begadi, moi je le conseille largement plus que le max. Ce que je vois là par exemple, c'est que tu as un joint op-up Maple Leaf qui n'est pas compatible avec ton canon. La fenêtre n'est pas assez large, donc ton joint est complètement écrasé. Forcément, tes billes quand elles passent, elles aiment pas ça, elles sont bloquées. Ceci dit, je ne suis pas sûr que ce soit le seul problème. On va ouvrir tout ça et mesurer ton nozzle. Je vois que ton nozzle il fait 21,4. 21,4 c'est une taille qui est relativement standard pour les nozzles de M4, mais sur certains blocs, ça peut être trop long. Et c'est pour ça d'ailleurs que les billes ne remontent pas. Là, des billes, t'en as à 2 sur 10 qui feed. Un problème de joint, c'est ce qui te donne les performances dégueulasses. Le problème de feeding, c'est parce que ton nozzle ne se rétracte pas assez sur ton bloc. Alors tu as deux solutions, soit tu achètes un autre nozzle plus court, 21,2, 21,3 ou même 21, ou alors, tu chimes ton bloc op-up. Ce qu'on peut faire, c'est mettre des petites rondelles entre la gearbox et le bloc pour gagner en longueur, tout simplement. Je vois un autre problème, tiens. Comme par hasard. Comme par hasard, ta réplique, elle est extrêmement réactive. Ça tourne très très vite, hein. Joli MOSFET par ailleurs. Tes gears, ils sont en 13.1. Ta short stroke, en fait, ta tapette plate, elle est pas coupée. Elle est tout à fait normale. Et sur une vitesse comme ça, avec ton brushless et tes 11.1, la tapette plate ne s'ouvre pas assez longtemps. Elle revient pas assez vite non plus. Ok, bon. Alors, quand tu pars sur un build aussi énervé, il faut que tu adaptes l'ouverture de ta tapette plate. Parce que sinon, ce que ça peut faire, c'est que soit ta tapette plate ne s'ouvre pas assez longtemps et le chargeur n'arrive pas à suivre derrière, soit elle ne revient pas assez vite en position,
et tu as une déperdition d'air parce que quand ton piston éjecte son air, ton nozzle il n'est pas revenu sur le bloc. Donc toi t'as la totale, hein. Ça part d'une bonne intention mais ça marche pas très bien. C'est mon premier upgrade. Toucher des snipers, ça va, je comprends bien, surtout si c'est des silverback. L'AEG, C'est pas grave, on va remédier à ça. Donc ta tapette plate, je vois que t'as un build assez énervé, ça va vite. Ta tapette plate, il faut la couper pour qu'elle revienne plus vite en position et que du coup l'air seal entre guillemets se fasse. Ce que je te propose, c'est de couper ta tapette plate et de mettre un délayer. Un petit délayer, pas un gros délayer. Ça peut paraître contre-intuitif, mais ça va juste déplacer l'ouverture et la fermeture de ta tapette plate pour qu'elle soit mieux synchronisée avec le cycle de ta réplique. Autre chose, je vois que tu as fait une erreur. Tu as voulu faire un calage aux petits oignons, mais tu as calé le sector gear, celui qui entraîne le piston, tu l'as calé beaucoup trop haut. Regarde, quand on ferme la gearbox et qu'on essaie de faire bouger la tapette plate, elle frotte contre le gear. ouais. Et ben, du coup, ça accroche et ça file très mal. C'est pour ça, probablement aussi, que ta tapette plate n'arrive pas à revenir assez vite en position. Quand on monte un AEG et qu'on veut absolument éviter tous les problèmes de feed, il faut bien sélectionner son nozzle, bien sélectionner son combo joint bloc canon, faire très attention à shim correctement son sector gear, histoire qu'il ne remonte pas sur la tapette plate. Ça peut se vérifier en remontant la gearbox sans ressort, en appuyant quelques coups sur le nozzle pour voir si ça se rétracte et si ça revient correctement. Et aussi, si jamais vous avez un build extrêmement énervé, vérifiez que votre tapette plate soit bien de retour dans sa position avant que le cycle soit fini. Comme ça, il n'y a aucune déperdition d'air. Allez, on remonte tout ça et on va voir si ça fonctionne. Bon, bien entendu, ça fonctionne parce que j'ai mis les mains dedans, voilà. Bah, de suite. Voilà, donc là, ça fonctionne correctement. Regarde ta puissance, t'es à 1 joule 5. T'as de nouveau un bon air seal, t'as un cycle qui se fait correctement, ça feed sans souci parce que ta tapette plate se comporte exactement comme il faut au bon moment. C'est parti, t'as pas fait un mauvais travail, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ouais, ok. Tu peux essayer de tirer là entre les deux cheminées? Oui, d'accord, mais rate pas les cheminées parce que sinon ça tombe chez les voisins. Hein. Ah ouais. Ah, ça part bien, ouais. Ah, c'est pas mal. Je m'attendais pas à ça, écoute. Je suis assez surpris. C'est sûrement le bloc max. Ouais, je pense que le bloc max. Mais attends, je crois qu'on a laissé Gont à la porte. Il n'y avait pas assez de place. Au pire, sors et je rentre, hein, comme ça, moi, ça sera bon. Ah, mais c'est bon, je vais me poser dans la salle de bain, je vous regarde de là. Nice. Faut bien que quelqu'un tienne le micro, hein. Bah, Moi, je te aussi ramené une merguez, c'est un scratch. rien d'étonnant jusque-là. J'ai tout upgradé à l'intérieur. Par contre, le truc il cycle comme de la merde, c'est pourri. Il chauffe, mais je pourrais faire cuire des œufs sur la poignée moteur. Il fait un bruit, mais on dirait un HPA, c'est dégueulasse. On va regarder ça. On va mettre une petite batterie. Oula. Ok, on débranche de suite. Je sais pas si t'as entendu le petit sifflement et l'odeur de cochon grillé là. Ouais, si, ça me fait ça souvent aussi quand je branche des batteries. D'accord, alors là, il n'y a qu'un seul diagnostic là-dessus, ça veut dire que tu as un court-circuit quelque part. En remontant ton SCAR, tu as probablement écorché un fil, ça doit toucher quelque part, il y a un court-circuit qui se fait, donc ça c'est extrêmement dangereux. On va déjà essayer de trouver d'où vient ce problème. Et regarde, c'est pas compliqué, ça touche la plaque en bas, il y a un fil qui est dénudé. On va mettre de la gaine thermo par-dessus, c'est provisoire, c'est juste pour pouvoir le tester sans que ma batterie prenne feu. Donc maintenant que c'est isolé, et que normalement on va pas faire exploser l'appartement, on va pouvoir tester la réplique. Ah oui, c'est abominable, effectivement. Ouh là 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 là. Allez, on va ouvrir ça, on va essayer de pas tout massacrer. Alors, première chose, on peut voir que ton moteur force énormément. Donc ça veut dire dedans que tu as des pièces soit qui sont en contact avec la gearbox, qui ne devraient pas, soit une mauvaise compatibilité des pièces, soit tu as fait un calage absolument abominable. Alors effectivement ton calage est beaucoup trop serré, regarde, à la main je ne peux même pas faire tourner les gears. Donc là c'est simple, tu as mis trop de shim. Quand on fait le calage de sa réplique, il faut le faire d'abord tranquille, on fait un petit calage, on essaye plusieurs configurations, et une fois qu'on a quelque chose de satisfaisant, on ferme la gearbox avec les vis, et on réessaye pour voir si c'est bien. Parce que parfois, on fait un calage, on fait ça avec gearbox fermée, mais avec la main simplement, on fait tourner, ça paraît satisfaisant, mais avec la main, on met pas autant de pression qu'avec une vis. Et une fois qu'on met les vis, le calage il est trop serré. Donc quand vous faites un calage, il faut toujours laisser un tout petit peu de jeu. Les calages où ça ne bouge absolument pas, c'est des calages qui peuvent être dangereux. Donc faites votre calage, vissez votre gearbox, tu vois j'ai enlevé quelques shims là, maintenant ça tourne beaucoup mieux. Attention aussi quand vous faites des mélanges de gears. Il y a certaines personnes qui mélangent les gears, qui prennent, j'en sais rien moi, 2 gears de marque SHS hein, et le dernier, ça sera un ATM. Ils sont pas nécessairement faits pour aller ensemble. Ça veut pas dire que c'est pas une bonne idée. Parfois, certaines gearbox vont demander des gears un peu particuliers, ou un gear qui passe bien avec un moteur, vous voulez le garder mais vous voulez changer les deux suivants. Ça peut se faire, mais si vous faites ça, il faut bien tester pour voir si c'est compatible. Parfois, ça n'est pas compatible.
Alors, deuxième chose, regarde à l'intérieur de ta gearbox, il y a des marques partout. Tu as Shim, ton spur gear beaucoup trop bas, donc il racle le long de la gearbox. D'ailleurs, je vois que tu as changé les gears, ceux que tu as mis sont un tout petit peu plus grands et ça frotte contre le petit socket où tu peux mettre l'anti-retour. Alors ça c'est un truc qui arrive assez souvent quand vous changez les gears. On va mettre un petit coup de Dremel, ça va être vite fait, c'est juste pour que le gear puisse passer sans tout rayer. Ensuite, regarde la plaque de ta poignée comme elle est vissée. Ton moteur était beaucoup trop vissé. C'est probablement pour ça qu'il chauffe. Aussi, en plus du mauvais calage, c'est quelque chose qui peut vous cramer un câblage, cramer un moteur. Il y a plein de dépôts noirs sur ton contacteur. Et regarde la tronche de ton piston. Il est tout bouffé. Ouah, c'est une tronche de piston classique ça chez moi. Ah d'accord. Toi tu consommes un piston par partie, je suppose. À peu près. Quand on a un piston bouffé comme ça veut dire que le secteur gear n'est pas bien positionné. Là, il est trop haut, donc il a commencé à attaquer le bord du piston. Et en plus, tu peux voir que ton AOE, donc ton Angle of Engagement, est mauvais. Quand je fais tourner le secteur gear sur le piston, il attaque les dents au milieu. Alors qu'il ne faut pas, il faudrait que les dents soient à plat les unes contre les autres, tout simplement. On va mettre des petites cales entre la tête de piston et le piston pour que ça soit un petit peu plus droit. Pas besoin d'en mettre beaucoup. L'AOE, c'est important pour que votre piston et votre secteur gear se marient correctement. Pas besoin de faire des montages à midi, comme il s'appelle, où la dent se plaque exactement à tel endroit. Ça, c'est de la masturbation, mais il faut que ça soit smooth, il faut que ça se marie bien. Là, une seule petite cale, regarde, ça va tout solutionner dans ta gearbox. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On a recalé les gears correctement, on a relevé un petit peu le spur qui était en train de frotter contre tout le bord de la gearbox. On a mis une petite cale pour l'AOE, histoire que ton piston et que ton secteur gear se marient correctement. J'ai limé un tout petit peu le socket de l'anti-retour, histoire que le spur ne frotte pas contre. Un meilleur réglage moteur, et normalement ça devrait aller. J'ai changé ton câblage au passage, parce que la gaine thermo, c'est rigolo, ça peut dépanner, mais il faut pas laisser des fils dénudés. C'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose qui peut faire prendre feu votre batterie. Maintenant, on a tous des batteries lipo. Une lipo, quand ça prend feu, c'est pas jojo, vraiment pas, vous voulez pas ça. Ah, tiens, j'ai remarqué un dernier petit truc. Regarde quand on installe le moteur. Toutes les poignées ont un profil différent sur les V2. Toi, tu as une poignée angulaire classique type M4. Donc, quand tu mets ton moteur dans la poignée, il faut que un câble passe à l'arrière. Toi, tu avais mis un câble d'un côté, un câble de l'autre. Ça fait en sorte que le moteur est désaxé, entre guillemets, et ça peut donner un bruit de merde. Donc, ce que tu fais sur des poignées classiques comme ça, c'est un moteur à l'arrière et l'autre qui sort par devant. Vous faites faire un tour et vous le faites aussi sortir par l'arrière de la poignée. Comme ça, il est bien positionné. Il faut se renseigner, suivant le type de poignée que vous avez, comment vous devez faire passer les câbles. Il y en a certaines où il faut faire passer les deux câbles à l'arrière, un câble de chaque côté, et certaines, assez particulières, où les deux câbles doivent passer par l'avant. Donc là, il suffit juste de se renseigner. Toi, tu as une poignée M4 classique sur ton SCAR, donc on met les deux câbles à l'arrière. Il a l'air vachement perdu là quand tu expliques les choses. En même temps, moi je comprends rien non plus, mais... En même temps, le seul truc que j'upgrade, c'était Snipe aussi, donc... C'est pas bien compliqué, il faut juste être rigoureux. Et on va tester un coup, voir si ça tourne correctement, si ça fait un bruit sympa. Effectivement, ça tourne vachement mieux. Par contre, je vois que tu as une puissance assez basse alors que ton ressort était assez gros. On va réouvrir, on va vérifier quelque chose. Regarde ton piston, quand je ferme la gearbox, il ne coulisse pas bien dedans. Ah ça, c'est la maladie de certaines répliques de chez Sima notamment. Quand vous changez de piston, vérifiez que votre piston n'est pas trop large pour votre gearbox. Parce que c'est plus dur à tirer, ça revient pas aussi vite qu'un piston classique étant donné qu'il coince sur les côtés, donc ça vous donne une puissance de merde, parfois ça ne tourne même pas. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs solutions. Soit prendre un piston compatible, mais parfois c'est pas toujours facile. J'ai eu le cas plusieurs fois où je n'ai pas pu changer de piston tout simplement parce que c'était pas possible, donc il a fallu que j'attaque la coque de gearbox à la Dremel. Dans ton cas, on va faire ça. Ça va être très vite fait, c'est pas très dangereux, il suffit juste de s'appliquer. On va juste limer un tout petit peu les rails sur le bord de la gearbox, histoire que ça passe sans souci. Allez, on remonte ça, on regarde si ça tourne, et effectivement, moi je trouve ça pas mal. Si jamais c'est pas très compliqué, il suffit juste d'être absolument rigoureux sur toutes les pièces en mouvement de votre gearbox. C'est quelque chose d'élémentaire. Pour le calage, vous avez des tonnes de vidéos qui peuvent vous aider à faire ça correctement. Encore une fois, il suffit juste de s'appliquer et de se renseigner avant. C'est pas très compliqué, c'est juste parfois un peu long, mais ça vient avec le temps. Voilà, allez, on remonte, ça tourne nickel, ça fait un joli bruit. Je pense que c'est bon, on a une bonne puissance dessus. Puis le piston avec la gearbox un peu retravaillée, ça passe tout seul, c'est nickel, et voilà. Alors par contre, moi j'ai oublié de la ramener. J'ai une Scar SC de chez Ares. Oula. Je la sors de la boîte, je tire sur l'entrepôt en face de chez moi un soir pour tester. Et il y a un gearbox qui s'est ouvert en deux. What? La gearbox qui s'est ouverte en deux. D'accord, alors, ça c'est la maladie des répliques Ares, mais ça peut arriver sur beaucoup de gearbox. Là c'est simple, c'est la tête de cylindre.
La tête de cylindre, ça peut être quelque chose de très compliqué et extrêmement simple à la fois. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Beaucoup de gens disent que les gearbox V2 ont tendance à casser. Elles ont tendance à casser, oui, quand on prend la mauvaise tête de cylindre. Comment ça fonctionne une tête de cylindre dans une gearbox V2? Quand vous ouvrez votre gearbox, vous avez l'emplacement pour mettre la tête de cylindre, bien entendu, et vous avez 2 ergots pour la stabiliser, pour pas qu'elle tourne sur elle-même, pour pas qu'elle pivote. Il se trouve que certains fabricants et certaines pièces qui ne sont pas compatibles ensemble ont tendance à se reposer sur ces ergots, tout simplement parce que les têtes de cylindre ne sont pas assez longues. Et donc du coup, elles ne reposent pas sur le bout de la gearbox, mais elles reposent sur ces ergots. Le problème, c'est qu'avec des chocs répétés, ça va taper sur ces ergots et ces ergots vont plier la tête de la gearbox et c'est ça qui va faire la fameuse fissure qui peut apparaître au coin de l'emplacement du cylindre, que ça soit en haut ou en bas de votre gearbox. Pour éviter ça, il y a une solution extrêmement simple, c'est d'acheter des têtes de cylindre qui sont suffisamment longues pour toucher l'avant de la gearbox sans que les ergots touchent à l'intérieur des sockets qui sont prévus pour ça. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je dis, mais en clair, dans votre tête de cylindre, il y a 2 trous sur les côtés pour laisser passer ces ergots. Si, quand votre tête de cylindre est appuyée au maximum, elle touche la gearbox avant que les ergots touchent le bord des trous des ergots dans la tête de cylindre, c'est bon, elle ne cassera pas. Si elle touche d'abord les ergots avant de toucher la tête de la gearbox, ça peut casser tout simplement parce qu'elle va reposer sur les ergots comme j'ai expliqué avant. Je déconseille énormément pour ça les têtes de cylindre avec un pad au bout. Donc par exemple, FPS Software fait ça, Max fait ça. C'est des têtes de cylindre qui sont un tout petit peu plus courtes pour laisser passer le pad. Le pad, il est mou, donc effectivement, les têtes de cylindre vont être amorties sur l'avant de la gearbox, et c'est les ergots qui vont prendre dans la gueule. Je déconseille très fortement. Attention aussi au profil de votre tête de cylindre. Comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de votre gearbox, il y a l'emplacement de la tête de cylindre, il y a une petite marche, juste sur l'avant de la délimitation de là où se place le cylindre. Si votre tête de cylindre tape contre cette petite marche, c'est exactement le même problème que les ergots. Ça va taper sur l'avant de la gearbox, mais pas à l'endroit où elle est renforcée, et ça va faire exactement la même cassure, cette cassure qui se produit à l'angle de la tête de cylindre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Il y a une solution, c'est quelque chose qui s'appelle le radius. Le radius, c'est vous prenez une petite lime ronde et vous limez soigneusement ces petites marches. Il y a des gens qui font des radius en faisant juste un rond à l'angle de l'emplacement du cylindre. Ça peut être utile parce qu'effectivement l'énergie ne se propage pas de la même manière à chaque fois qu'il y a un choc quand c'est un rond et quand c'est un angle, mais le radius c'est pas ça. Le radius c'est supprimer cette petite marche pour éviter que votre tête de cylindre, à chaque fois qu'elle en prend dans la gueule, elle tape contre la marche, tout simplement. Il se trouve que quand on fait un radius propre, ça fait, oui, un petit rond au bout des angles de votre emplacement de cylindre. Donc pour éviter ça, déjà on n'achète pas du RS, parce que c'est merdique, et ensuite on choisit soigneusement sa tête de cylindre. C'est important. Les têtes de cylindre de chez FPS et de chez Max avec les amortisseurs au bout en caoutchouc, franchement ne mettez pas ça. Il y a même certains fabricants, comme RetroArms, qui fabriquent des gearbox extrêmement solides et extrêmement haut de gamme, qui marquent sur leur fiche produit de ne pas utiliser ces têtes de cylindre parce qu'elles les font exploser. Et pour faire exploser une gearbox RetroArms, franchement il faut y aller fort. Oh, je suis sûr que je pourrais arriver à péter ton truc, hein. Tu me connais pas assez. C'est pas Béton qui voulait faire un build comme ça? Et je lui ai très fortement déconseillé d'utiliser ce genre de tête. Je l'ai aiguillé vers les têtes Slong roses, qui ne payent pas de mine, mais que je trouve extrêmement chouettes. Ceci dit, j'utilise un petit peu tous les types de têtes de cylindre. Parfois, les Slong roses ne sont pas nécessairement adaptés. Il faut juste tester, voir si ça passe. Moi, je peux conseiller aussi quelque chose, c'est que globalement, la tête de cylindre, honnêtement, si elle est étanche, c'est une pièce qui ne mérite pas nécessairement d'être changée. J'ai vu très peu de têtes de cylindre cassées, même en plastique. Donc si elle est compatible correctement avec votre gearbox, ce qui est le cas chez la plupart des fabricants, pas RS, on le rappelle, gardez celle d'origine. Donc si c'est du RS, ne gardez surtout pas celle d'origine. Mais chez les autres fabricants, normalement, c'est ok. De toute façon, vous pouvez vérifier, effectivement, si la tête de cylindre, elle s'appuie sur l'avant de la gearbox et pas sur les ergots, c'est que normalement, ça devrait tenir. Bon, vous avez fini là avec vos trucs? Non, parce que bon, voilà, vous êtes bien mignons, mais on gardait le meilleur pour la fin. La merguez sur le barbecue, on a fait du foreshadowing avec ça tout le long du truc. Regarde Kurma, elle est nouvelle, c'est un type 89 Maru AEG, ça date de 2008. Alors j'ai lu des trucs, je pense que ça va être encore une partie de plaisir. Tu peux pas tenter un truc dessus? Aïe, 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 aïe. Là, on a affaire à une réplique un peu collector. Les répliques collector, les répliques rares, les répliques où il n'y a pas de pièces de rechange. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Donc le type 89 de chez Marui, c'est pas la seule réplique dans son cas, il y en a plein. Quand vous achetez une réplique collector comme ça, attendez-vous à avoir des problèmes. Globalement, les pièces de rechange, ça va être très compliqué d'en obtenir. Moi, je vais démonter ça, on va regarder comment c'est foutu. Dedans, c'est une gearbox V8. La gearbox V8,
c'est une gearbox assez particulière parce qu'elle a un système de burst mécanique. C'est ce qui fait tout son charme. C'est ce qui fait que c'est une immonde merde au passage. Je crois que les seuls qui ont utilisé ça, c'est Marui avec le type 89 et VFC à l'époque où ils faisaient des MP5. Alors là, c'est simple, on n'a pas beaucoup de solutions. La gearbox est relativement propre d'origine, mais quand on regarde les gears, ils sont super légers. Je pense que je pourrais les faire flotter dans une casserole si j'avais envie. Là, on ne va pas avoir beaucoup le choix. On va regarder sur internet, voir ce qu'il y a comme pièces disponibles. La tête de cylindre est propriétaire. Le système de détente est propriétaire. Les gears sont propriétaires. Il y a des gears de rechange à 140 € aux États-Unis. Attends, non. J'ai acheté ça en même temps parce que je me suis dit que ça pouvait être utile. C'est des Gear Element, ils ont l'air bien. Regardons ça. Ils sont pas compatibles, on peut le voir. Le petit ergo, là, il est beaucoup trop long. On va y mettre un coup de Dremel, c'est pas un souci. Mais qu'est-ce qui est compatible avec un type 89 si on t'écoute? Pas grand chose. Ah, pas grand-chose, hein. C'est bien ça le souci. On a des roulements en plastique, on va remplacer ça de suite par des roulements en métal. C'est du 6 mm, ils sont casse-couilles. On va devoir trouver ça sur des shops obscurs encore. On va laisser la puissance d'origine. Étant donné qu'on connaît pas trop la solidité du bousin, on va peut-être pas y mettre 2 joules dedans. Le moteur est vraiment faiblard. Le moteur aussi est propriétaire. Tiens, regardez, la tourelle qu'il y a pour mettre entre le pignon et le moteur, elle est vachement large. Et si on met un moteur classique, il n'est pas aligné. Donc, on est coincé avec ce moteur-là aussi. À part si vous avez un outil pour dégager les pignons. Il se trouve que j'en ai commandé un et qu'il n'est toujours pas arrivé. On va garder le système de détente. Il est propriétaire, on n'a pas trop le choix et il a l'air relativement propre. Donc pas de MOSFET sur ce genre de réplique. Et on remonte tout ça. J'ai passé Teguir à la Dremel. On va voir si ça fonctionne. Bon, eh ben ça n'a pas fonctionné longtemps. C'était quoi ce bruit? Ah, je sais pas, mais ce n'est pas de bon augure. On va réouvrir. Bon, eh ben les gears éléments, on va les oublier de suite. Les axes ont pété. Ah ouais. Oh, Ah, pas mal. c'est bien de la merde. Mais pourtant, ça se voulait être des trucs upgrade, je sais pas quoi, ça avait l'air bien. Là, ça n'arrive pas souvent que tous les axes cassent parce que tout le reste est bien calé dans la gearbox, je ne comprends pas. Bah c'est dommage. Tu disais 140 $? Pour t'épargner 140 $, on va essayer de faire un No OEM+. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reste extrêmement classique. On va garder quasiment tous les matériaux de base. On va rester sage. On va garder la puissance d'origine. On va garder globalement la configuration d'origine. Et on va remplacer ce qu'on peut remplacer par des pièces de qualité tout en gardant quelque chose de proche. La seule chose plus optimale qu'on peut faire sur les répliques un petit peu collector, un petit peu spéciales, c'est ça. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. Donc, je vais changer le piston. Je vais prendre un piston avec dents plastique. On va rester sur du plastique. Par contre, je vais mettre un piston King Arms. Ils sont assez solides, plus que les Marui d'origine. D'ailleurs, les Marui d'origine, on peut même pas enlever la tête de piston. C'est bien relou. Eh mais c'est le piston de mon MPX ça. Tout à fait. Il est tout aussi en plastique que le MPX d'ailleurs. Exactement. Mais il m'a l'air assez solide. Je pense que ça fera le taf, surtout à ces puissances-là. On rappelle que Marui, c'est des puissances assez basses qui sont adaptées au marché japonais. Il n'y aura pas de souci avec un piston plastique. Moins d'un joule. Exact. On va mettre une tête de piston pomme de chez SHS, parce que c'est du plastique, c'est pas mal, et c'est très solide, c'est compatible avec à peu près tout. Pas besoin de cale sur cette réplique, c'est bien. On va garder le cylindre d'origine, la tête de cylindre d'origine, on n'a pas le choix, elle est propriétaire. J'ai changé la tappet plate pour quelque chose d'un peu plus solide, c'était juste par acquis de conscience. Les gears, on va malheureusement devoir garder ceux d'origine, ils sont vraiment propriétaires, on va s'épargner les 140 € de gears. On va juste caler ça correctement dans des bushings en métal, parce que les bushings en plastique, de 1 c'est pas solide, de 2 ça coule pas très bien, un petit calage assez propre, on remet tout le reste d'origine, on va garder le moteur d'origine, malheureusement, ça sera pas la réplique la plus réactive du monde, mais sur ces puissances là encore, ça sera jouable. On remonte tout ça, allez, on va changer le jeu au peuple aussi au passage, parce que Marui, c'est des répliques qui sont assez précises, assez performantes en sortie de boîte, mais si on a envie de mettre un peu plus que de la 0,20, ça devient vite compliqué. Donc on va mettre un joint qui est extrêmement compatible, qui est très classique, on va mettre un Prometheus violet, c'est le même profil, le même système, la même histoire qu'un joint Marui de base. Comme ça, on va maximiser la compatibilité et s'éviter tous les soucis. Ah bah tiens, on est coincé avec le nozzle aussi. Il avait pas l'air propriétaire, mais au final il l'est. On avait acheté un nozzle max réglable, c'est des petites merveilles ces trucs. Mais visiblement, chez Marui, ils se sont dit que le nozzle allait être un petit peu plus fin sur leur réplique. Donc on va rester avec le nozzle d'origine. Ça reste quand même relativement étanche, t'as de la chance. Ouais. On va dire ça comme ça. Même si c'est un peu une malédiction d'avoir acheté ça, mais bon, c'est ton 4ème après tout. Hein. J'adore les problèmes. Le canon d'origine est de bonne facture. Globalement, on n'a pas changé grand chose dedans. On remonte ça et on va voir si ça fonctionne. Bon, ça fonctionne. À voir sur un terrain ce que ça donne. Ça reste une réplique basse puissance.
Tu verras dimanche si les performances sont correctes. On y croit, plus qu'à rajouter 2 kilos de matos dessus, et on est propre. Elle fait déjà 4 kilos, sa merde. Comme dirait Gaunt, c'est pas assez. C'est jamais assez. Voilà, donc la malédiction des répliques un peu spéciales, c'est que vous devez rester très raisonnable sur l'upgrade. Sinon ça explose. La preuve. Bon, bah, merci Kurma. Pas de soucis les mecs, hein. Vous revenez quand vous voulez, mais s'il vous plaît, revenez pas avec des merguez la prochaine fois. Oh, mais non. En parlant de merguez, on va faire un petit domac. Allez, ça part. Ah non, 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 c'est mort. C'est à côté, c'est à côté. Non, c'est mort, je te dis. Je préfère aller manger au restaurant de Elbridos. D'ailleurs, j'ai réservé une table. Vous me suivez ou pas?